Crew, confirm you are go for launch. Crew is go for launch. Bienvenue dans The Cockpit by IPSA, le podcast qui explore l'avenir de l'aéronautique et du spatial à travers les voix de celles et ceux qui le façonnent. Je suis Anne-Ségolène Abscheit, directrice générale de l'IPSA, la grande école d'ingénieurs en aéronautique et spatiale, et dans chaque épisode, j'accueille à bord des dirigeants, ingénieurs, pilotes, chercheurs et pionniers pour comprendre les innovations, les défis et les ambitions qui redessinent notre ciel et notre espace. 3, 2, 1. All engine running and liftoff. We have a liftoff. Bonjour à tous et bienvenue sur The Cockpit by IPSA, le premier podcast aéronautique et spatial en direct d'une école d'ingénieurs du secteur. Je suis Anne-Ségolène Abscheit, directrice de l'IPSA, une école d'ingénieurs qui propose des formations sur les 3 campus à Paris, Toulouse et Lyon. Dans The Cockpit, nous accueillerons à bord une personnalité clé de l'aéronautique et du spatial, dirigeants d'entreprise, experts, étudiants passionnés. L'ambition est de faire rêver en parlant avions, satellites, drones ou fusées, tout en répondant aux questions qui animent le secteur. Aujourd'hui, nous accueillons Frédéric Villers, pilote d'essai, avec qui nous allons parler du rôle clé des essais en vol, de l'importance d'avoir des ingénieurs d'essai pour entretenir ce savoir-faire fondamental et la mécanique même des essais, et surtout en France. Frédéric, bonjour et bienvenue à bord. Bonjour Anne-Ségolène et merci de m'accueillir. En introduction de ce podcast, nous avons une checklist à balayer pour pouvoir décoller vers notre thématique. Donc, quelques petites questions à poser. Alors, avant d'être pilote d'essai, vous avez été pilote. Sur quel appareil et comment est venue cette passion pour l'aéronautique ? Alors, je vais répondre à l'envers. Ouais. Je ne pense pas avoir eu une quelconque passion pour l'aéronautique. C'est arrivé comme ça, puisque ce n'était pas mon premier métier. Mais j'ai d'abord été, en tant que pilote sur hélicoptère Gazelle de combat. Et ensuite, au bout d'une quinzaine d'années d'opérationnel, j'ai été pilote d'essai sur Tigre, hélicoptère de combat également. De l'armée de terre. De l'armée de terre. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'on devient pilote d'essai ? Alors, on devient pilote d'essai quand on est diplômé d'une école de pilote d'essai. Pour être diplômé, il faut être sélectionné. Et la sélection des pilotes d'essai, en fait, s'opère parmi les pilotes opérationnels qu'on a détectés comme ayant les qualités intrinsèques pour faire des essais en vol, qui ont réussi plusieurs examens et qui ont survécu à un cours qui est long et difficile. Donc, voilà, un parcours semé d'embûches. Et est-ce qu'on vole beaucoup quand on est pilote d'essai ? On vole pas trop quand on est pilote d'essai, puisque chaque heure, en fait, doit être rentable. Et chaque heure est utilisée pour récupérer de l'information, démontrer quelque chose, étendre un domaine de vol ou alors s'entraîner, parce qu'on ne peut pas le faire si on n'est pas capable de réaliser les essais. Et il faut vraiment avoir conscience de son niveau et le maintenir si on veut faire des essais qui soient utiles et qui soient dans des conditions saines. Ouais. Alors, et aujourd'hui, vous êtes pilote d'essai, mais vous avez quitté le ministère des Armées et vous êtes chez Flying Wells. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'entreprise ? Alors, Flying Wells, c'est une compagnie française, malgré son nom anglais. C'est une compagnie qui a été créée il y a une douzaine d'années et dont l'ambition est de développer et d'opérer le plus grand aéronef du monde, qui sera un dirigeable, qui fait 200 mètres de long, c'est une rame de TGV, 50 mètres de diamètre, c'est l'Arc de Triomphe, dans le but de porter des charges lourdes dans des endroits où les accès sont difficiles, voire impossibles. Donc en montagne, en forêt quand il n'y a pas de route, ça c'est pour les accès. Et les charges lourdes, ça peut être des pales d'éoliennes géantes, ça peut être des morceaux de la fusée Ariane, ça peut être du bois. Okay. Et en fait, il y a beaucoup de marchés dans le monde qui seraient propices à l'utilisation de ballons dirigeables. Donc, une autre façon de voler, mais de façon un peu plus écologique peut-être. Voilà, donc la propulsion est électrique, effectivement. Elle est assurée sur les 3 axes par 32 moteurs dont les hélices font 4 mètres de haut. Donc, si vous avez vu des photos dans la presse, on voit des petites hélices. En fait, elles font 4 mètres de haut parce que les rapports d'échelle sont énormes. Pour l'instant, ces moteurs électriques sont alimentés par des génératrices qui fournissent de l'électricité avec des turbines d'avion, mais on travaille déjà sur la production d'électricité par des piles à hydrogène. Ça veut dire qu'à terme, la consommation totale de CO2 de l'aéronef sera pratiquement nulle. Alors, c'est donc un mode de transport qui serait
écologique, mais pour un pilote, c'est plus compliqué à piloter qu'un hélicoptère? On a tendance à dire que l'hélicoptère est très difficile à piloter, ce qui est vrai par rapport à un avion, c'est beaucoup plus instable, mais le pilotage d'un dirigeable est encore plus surprenant parce qu'il y a des inerties et des temps de réaction qui sont énormes et que le cerveau humain a du mal à anticiper. On est très sensible à l'aérologie, mais surtout, on peut être trop lourd, comme un hélicoptère ou un avion peut l'être, mais on peut également être trop léger, ce qui est tout aussi problématique. Et les facteurs extérieurs, notamment météorologiques, influent énormément sur la masse relative, entre guillemets, de l'aéronef, puisque si on passe d'un milieu ensoleillé à un milieu sans soleil à cause de nuages, on va s'alourdir brutalement. Si on passe d'un milieu sans soleil à un milieu avec soleil, on va s'alléger brutalement. Et la difficulté du pilotage pour l'équipage est de rester dans une tranche de masse relative qui permette une parfaite contrôlabilité de l'aéronef. Donc c'est pas si simple que ça et puis c'est pas commun. Il y a pas d'école de pilotage de dirigeables aujourd'hui en France? En France, il n'y a plus d'école de pilotage de dirigeables. On en crée une parce que, comme je disais, Flying Wells va développer et opérer une flotte de dirigeables. Et pour pouvoir opérer cette flotte de dirigeables, il va falloir qu'on forme nos mécaniciens, mais aussi les pilotes. Et donc, en parallèle du développement par le bureau d'études de l'aéronef, on développe une école de pilotage qui sera basée dans le sud-ouest de la France, on ne sait pas encore exactement où. On a recruté déjà des instructeurs qui viennent, d'Angleterre, qui mettent au point le programme de formation. L'ATO, donc l'école, devrait normalement être créée en juin 2026. Bah, c'est dans quelques mois maintenant. C'est dans quelques mois. En attendant, il n'y a que les États-Unis, pratiquement, qui peuvent nous former et mon camarade et moi-même avons été formés comme pilote, commercial, d'Airship aux États-Unis en 2023. Très bien. Alors merci pour cette introduction. On va rentrer un peu dans le cœur du sujet parce qu'avant qu'on parle des ingénieurs, dans les essais, il faut rappeler que la France est pionnière dans la discipline des essais en vol. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Effectivement, la France est vraiment pionnière, sans chauvinisme, dans les essais en vol, puisque, depuis le départ, nous avons une école de pilotes d'essai qui s'appelle l'EPNER et qui est basée maintenant à Istres, qui forme des pilotes d'essai et des ingénieurs d'essai d'avions, d'hélicoptères et maintenant même, qui offre des certificats de pilote d'essai de drones. La réglementation des essais en vol en France date d'il y a longtemps. L'Europe, le HASA, a calqué les réglementations françaises pour les appliquer au niveau de l'Europe. Donc la France est toujours leader dans tout ce qui est réglementation pour les essais en vol, même au niveau de l'Europe. Le HASA a certifié 4 écoles qu'elle reconnaît comme étant capables de délivrer des titres européens d'ingénieur d'essai et de pilote d'essai. Il y a une école en France, l'EPNER, une école en Angleterre, la ETPS, Empire Test Pilot School, qui est militaire également, une école aux États-Unis qui est privée, la NTPS, National Test Pilot School, et une école au Canada qui est privée également, qui est l'ITPS, International Test Pilot School. Ces 4 écoles ont été auditées et validées par le HASA, qui leur donne le droit de délivrer des diplômes qui seront reconnus unanimement dans toute l'industrie aéronautique européenne, voire mondiale. La question peut-être aujourd'hui, c'est dans ce monde qui change, beaucoup, on a parlé des drones, tout à l'heure, est-ce qu'il y a encore besoin de pilotes d'essai? Oui, et je vais répondre un petit peu en remontant le besoin. Pour voler sur un aéronef, il faut qu'il ait un certificat de type. Pour avoir un certificat de type, il faut qu'il soit certifié. Pour être certifié, il faut que le HASA, le certificateur, ait validé toutes les preuves que la compagnie a pu apporter pour démontrer que l'aéronef était apte à voler dans un environnement sécurisé. Pour pouvoir démontrer toutes ces caractéristiques, il y a du calcul, il y a des modèles informatiques, l'intelligence artificielle peut aider évidemment, il y a des tests en laboratoire, il y a des démonstrations par similarité et à la fin, quand on ne sait faire ni par le calcul, ni par l'IA, ni par des similarités, ni par la simulation, ni par, des tests au sol, on est obligé d'aller aux essais en vol. D'autre part, les essais en vol, c'est le seul moyen de valider toutes les parties du vol où le pilote a une implication. Il faut être conscient du fait que le maillon faible sera toujours le pilote et que le meilleur avion, ou le meilleur aéronef, si le pilote qui est à l'intérieur ne comprend pas comment il fonctionne, ne comprend pas la situation, il fera
des erreurs qui amèneront à des incidents ou des accidents. Comme le but est de certifier un aéronef pour un pilote normal et non pas une star, eh bien, il faut que les essais en vol démontrent qu'un pilote normal sera capable d'opérer l'aéronef dans les conditions où on veut l'opérer et avec toutes les marges de sécurité qui permettent de certifier l'aéronef. C'est-à-dire que même si on était capable de tout démontrer sans les vols, au niveau technique, il y aurait une phase énorme d'essais en vol avec des pilotes à bord pour pouvoir valider la viabilité économique ou opérationnelle d'un aéronef, en plus de la technique. Donc, en conclusion, c'est un métier qui est essentiel dans la chaîne de production aéronautique. C'est un métier qui est essentiel. Même pour les drones, maintenant, on exige que les qualifications en vol des drones soient effectuées par des pilotes de drones qui ont suivi une formation d'essai en vol. Soit ce sont des drones qui font plus de 2 tonnes, et là, il faut être vraiment pilote d'essai, soit ce sont des autres drones, et il y a des cours spécifiques pour opérateurs de drones qui font des essais en vol. Congratulations, you are in orbit. Great to be here. Thanks, everyone. Aujourd'hui, quand on parle des essais, il y a 2 catégories finalement de gens qui font des essais. Vous avez les pilotes d'essai auxquels on pense toujours en premier, puis il y a aussi les ingénieurs d'essai. Comment fonctionne la mécanique de ce rôle? Comment est-ce qu'on se répartit la tâche? Est-ce que lorsqu'un pilote d'essai a fini de voler, comment est-ce qu'il travaille avec l'ingénieur d'essai? Alors oui, c'est vraiment un travail d'équipe, que ce soit dans la préparation, dans le développement de l'aéronef, puisque les pilotes d'essai, les ingénieurs d'essai participent activement au développement de l'aéronef pour pas perdre de temps pendant les essais en vol. Ensuite, la préparation des campagnes d'essai pour la certification. Là, c'est un travail qui est un peu plus restreint entre personnel essai en vol, ingénieurs et pilotes. Il y a la réalisation des vols et ensuite l'analyse des données et la rédaction de rapports qui amènent sur des conclusions et des recommandations qui viennent des essais en vol. Donc il y a effectivement les pilotes d'essai qui, normalement, sont les personnes qui sont au contrôle de l'aéronef à certifier. Il y a des ingénieurs d'essai. Parmi eux, il y a des ingénieurs qui participent aux essais en vol, que ce soit en vol ou alors en salle de télémétrie, par exemple. Donc ceux-ci sont des ingénieurs aéronautiques, quelle que soit leur spécialité. Ça peut être de la structure, ça peut être du moteur, ça peut être de l'électronique, de l'électronique embarquée. Et ils doivent, pour pouvoir participer à des essais en vol, avoir subi une petite formation d'ouverture d'esprit, disons, sur les essais en vol, sur la philosophie des essais en vol. Ensuite, il y a des ingénieurs d'essai qualifiés d'une école d'essai en vol. Ceux-ci seront des LFTE, Lead Flight Test Engineer. C'est un diplôme qui est acquis dans une école de pilote d'essai et le cours, c'est exactement le même cours que le pilote d'essai. Ça se fait en binôme. Les ingénieurs participent à tous les vols, participent même à des vols en tant que pilote pour qu'on soit sûr que s'il y a un incident, l'ingénieur soit capable de ramener la machine au sol. Donc c'est une formation qui est complète et elle est validante. Et un LFT comme un pilote d'essai, lorsqu'il écrit un document qu'il le signe, il est validé par l'EASA parce qu'ils ont cette qualification et au niveau légal, ça a une valeur. Ça veut dire que c'est un rapport de confiance. L'EASA a validé des écoles pour délivrer des diplômes. On est qualifié de l'école, on a le diplôme de l'école, donc on est validé par l'EASA. Donc on part du principe que tout ce qu'on écrit et ce qu'on signe, c'est censé être vrai, jusqu'à preuve du contraire. Donc il y a une implication quand même sur ce qu'on fait, ce qu'on écrit. Ce qui amène à être très prudent et dans ce qu'on fait, et dans ce qu'on écrit, et dans les conclusions qu'on porte à la fin, parce que il y a une portée qui est énorme sur tout ce Et qu'on fait. chaque accident, ça remonte à l'ingénieur d'essai, au pilote d'essai. Oui, dès qu'il y a un incident ou un accident, s'il y a un procès, on va auditer toutes les personnes qui ont pris part à la certification d'un aéronef et on peut très bien être appelé 10 ans après le dernier vol d'essai pour être témoin lors d'un procès, pour expliquer ce qu'on a fait, comment on l'a fait, qu'est-ce qu'on a conclu, pourquoi est-ce qu'on a conclu ça. C'est pas une remise en cause, mais c'est une pièce au dossier pour expliquer que tout était bon, normalement. Dans certains accidents récents, les pilotes d'essai, les ingénieurs d'essai ont été convoqués et il a été démontré que leur avis n'avait pas été pris en compte et que même s'ils avaient fait les bonnes conclusions, les bons rapports, au niveau managérial, ça n'a pas été suivi, ce qui a amené à certains incidents. D'accord. Et donc, le pilote d'essai, est-ce que donc il rend son avis,
mais il n'a pas de moyen finalement de faire en sorte que son avis soit écouté par le constructeur de l'engin. Il y a plusieurs types de constructeurs. Il y a ceux qui ont une délégation de l'organisme de certification, que ce soit l'EASA ou l'AFA, pour pratiquement certifier en interne tout ce qui est produit chez eux, parce qu'ils ont l'expérience, l'expertise et la confiance est installée. Et il y a les nouveaux constructeurs, dont nous allons faire partie. On devra soumettre tout ce qu'on fait, tout ce qu'on propose à l'EASA, parce qu'on n'a pas l'expérience et l'expertise aujourd'hui de développer et de certifier un dirigeable, puisque personne ne l'a en ce moment. Personne ne l'a Puisque plus. vous êtes novateur dans votre domaine. Oui. On est tellement novateur que même les textes de certification pour les dirigeables, qu'on appelle airship en anglais, n'existent pas et en fait sont en train d'être écrits avec nous, l'EASA et 2 autres compagnies qui développent des ballons en Europe, parce qu'on part de zéro. Autant en avion, en hélicoptère, la liste des points de certification existe depuis longtemps. Elle est augmentée à chaque fois qu'il y a un incident et un accident, puisque, en fait, toutes les réglementations qui existent sont contraignantes, certes, mais elles sont là pour nous protéger et nous éviter de rééditer un incident ou un accident qui s'est produit. Dans notre cas, on part pratiquement d'une page blanche, puisqu'on a une expérience de dirigeable qui s'est arrêtée il y a 80 ans en Europe pratiquement, Mmh. Avec le sauf, Hindenburg. voilà, le Zeppelin qui vole toujours en Allemagne n'est pas de la même conception que le nôtre, donc on est obligé de repartir de tout, ce qui force à encore plus de prudence parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. On est vraiment obligé d'avancer, petit à petit. Parce que l'aéronautique reste quand même le moyen de transport le plus sûr du monde et voilà, il faut qu'il demeure ainsi, donc en fait, on ne peut pas prendre de risques. Voilà, alors il y a le risque, donc initialement, on avait construit les textes de certification pour éviter que l'équipage et les passagers ne périssent dans un accident, ou soient blessés dans un accident. Mais la société évoluant, maintenant, on a beaucoup de textes de certification qui parlent du bruit, du Mmh. niveau de bruit maximum, de la pollution maximum et même de l'acceptabilité qu'il y ait des gens au sol qui soient, impactés par l'accident d'un aéronef. Ça veut dire que au début, on ne devait pas se tuer dans un crash d'aéronef. Maintenant, on doit démontrer qu'on ne va tuer personne au sol ou blesser personne au sol dans le crash de notre aéronef. Donc c'est des contraintes supplémentaires qui sont pour le bien de tout le monde, mais qui suivent en fait l'évolution de la société et le degré d'acceptabilité de la société par rapport à des incidents ou des accidents. Ah oui, surtout, il y a eu des accidents dans le passé, comme le dernier accident du Concorde voilà, qui a Oui, montré que voilà, les gens au sol ne sont pas, oui. toujours, protégés. Mmh. Donc c'est le but de l'EASA, c'est de nous amener sur le chemin où, on va être le plus sécurisé pour, les occupants et les personnes au sol. Bah, alors pour tous ceux qui ont vu, Top Gun 1, Top Gun 2 ou même, The Right Stuff, les l'étoffe des héros, on voit des pilotes, un peu casse-cou qui vont tester les limites justement des appareils, notamment dans l'étoffe des héros. On les voit aller, c'était les pionniers, hein, du spatial et donc ils ont mené leurs engins, très loin. Le pilote d'essai, est-ce que c'est un Maverick en puissance? Alors, dans The Right Stuff, l'étoffe des héros, c'est réellement ce qu'étaient les pilotes d'essai à l'époque. On leur demandait d'y aller avec une marge de sécurité infime. Ils prenaient des risques énormes, ils s'éjectaient régulièrement, voire ils se crashaient. Ce qu'on voit dans Top Gun 2, Maverick, c'est exactement ce qui n'existe pas à notre époque, c'est-à-dire une prise de risque inconsidérée, sans calcul de marge de manœuvre et avec des autorisations inexistantes. Aujourd'hui, pour les essais en vol, on sélectionne des gens, on entraîne des gens et on utilise des gens qui sont câblés pour prendre le moins de risques possible. Et si on prend des risques, ce sont des risques qui sont calculés et on se garde toujours une marge de sécurité avec ce risque. Puisque maintenant, c'est plutôt des opérations commerciales, un développement d'aéronefs, c'est des centaines de millions d'euros, des milliards d'euros d'investissement. On ne peut pas se permettre de détruire un programme parce qu'on a mal anticipé un risque ou on l'a mal géré. Ça veut dire que pratiquement le travail des ingénieurs d'essai, des pilotes d'essai, c'est de voir où il peut y avoir un risque, de l'identifier et de l'approcher petit à petit
en ne modifiant qu'un seul paramètre à la fois, pour arriver au point où on se dit: «Avec le design actuel, je pense qu'on est à une limite que j'ai pas envie de franchir». Si l'équipage d'essai dit: «Je veux pas aller plus loin», ça devient soit une limite absolue pour l'aéronef, soit on repart sur une boucle de design pour augmenter le domaine de vol et puis aller plus loin dans les limites. Donc le pilote d'essai, il est là pour, valider des installations, valider que tout fonctionne bien, mais ensuite il est là pour, décrire un domaine de vol et un domaine d'utilisation pour les opérationnels qui soit utilisable, quel que soit le pilote, quel que soit son degré de fatigue, quel que soit le déroulement de sa mission, quelle que soit la météo dans laquelle il va être engagé. Ça veut dire qu'il est obligé de déterminer les limites absolues pour ensuite le réduire le domaine opérationnel à quelque chose de, commercialement viable, mais aussi qui assure le maximum de sécurité. Justement, dans The Right Stuff, c'était à 70 ans, on les voit prendre des risques inconsidérés qui seraient même pas envisageables, aujourd'hui. Et en même temps, c'est ce qui a permis de faire un véritable bond en avant et de réussir voilà, de partir dans l'espace, d'envoyer des hommes sur la Lune, on n'aurait rien pu faire s'ils n'avaient pas eu le courage finalement, d'aller repousser les limites. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore possible de faire un tel bond, en avant, sans justement, risquer, la vie des gens ou du matériel? Même des programmes comme vous l'avez dit, plus tôt. Je pense que les capacités de calcul à l'époque et maintenant sont différentes, ce qui fait que maintenant, on a des modèles de plus en plus précis, on a de plus en plus de connaissances sur les matériaux, sur les phénomènes aérodynamiques. Par calcul, on est déjà capable d'avancer beaucoup plus dans un domaine de vol. Donc on va gagner beaucoup de temps sur, les essais en vol et les «derniers pas» entre guillemets pour la définition d'un domaine de vol, eux, ils doivent être faits de toute façon de manière très, très conservative parce que économiquement, on peut plus se permettre de perdre des prototypes. Dans les années 50-60, les aéronefs qu'on voit dans ce film, c'est Mmh. les aéronefs militaires. C'était la guerre froide, le budget était illimité, il fallait aller sur la Lune, c'était une décision politique, c'était, gagner la guerre, en allant le plus vite possible, le plus loin possible. Il y avait, un effort financier qui était, énorme, voire infini. Aujourd'hui, on développe un avion que s'il y a un marché et on va le développer au plus juste pour répondre aux besoins du marché. Ça veut dire c'est toujours un compromis entre, la surspécification et puis, la performance. Je pense que au niveau commercial, on est plus prêt à prendre ce genre de risque et après l'acceptabilité de la société, dans la perte d'une vie humaine, Bah, c'est pas possible. quand il s'agit d'aéronefs militaires, c'est peut-être envisageable parce qu'il y a toujours une part de risque qu'on maîtrise un peu moins, mais quand il s'agit d'avions commerciaux ou d'aéronefs commerciaux, on ne peut pas se permettre de sauter des étapes pour pouvoir aller plus loin sans être sûr d'avoir validé vraiment le domaine d'avant. C'est vraiment une approche incrémentale. Les essais en vol, c'est un mot qui revient tout le temps dans les écoles d'essai, c'est incrémental. On ne saute pas de pas, on ne coupe pas dans les coins, on avance vraiment de manière très méthodique pour arriver à démontrer quelque chose. Une fois que c'est démontré, c'est acquis et on regarde si on peut aller ailleurs après avoir analysé les données. Si en analysant les données, tous les ingénieurs au sol nous disent: «Tout est bon, on peut aller plus loin», bien en vol d'après, on va plus loin. Mais on ne va pas plus loin en vol si on n'a pas la certitude du bureau d'études, si on n'a pas la certitude des ingénieurs qu'on on peut aller plus loin. Donc en fait, un pilote d'essai, c'est quelqu'un qui a, aujourd'hui en 2025, c'est quelqu'un qui est très stable, qui a un bon pilote, qui maîtrise bien sa machine, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement rigoureux, très stable, constant, précautionneux Oui, et alors c'est loin de l'image, un peu d'Épinal, un peu romantique du pilote d'essai, qui voilà. tout ça est vrai. Donc en vol, on n'a pas le droit de prendre des risques qui sont pas prévus, qui sont pas anticipés. Au sol, quand on prépare le vol, on peut dire: «Je pense que je peux aller jusque-là». On va tout planifier pour essayer de le faire. Si ça marche, on a réussi. Si ça marche pas, on n'a pas réussi. Il faut pas être trop précautionneux, effectivement, parce qu'on n'avance pas. Mais, la phase où on avance, elle doit être faite au sol, elle doit être calculée, elle doit être validée pour pouvoir y aller.
Parce que même si le pilote d'essai a un background scientifique, d'ingénieur en général, en vol, c'est trop tard pour analyser en temps réel des données, c'est pas possible. Donc en vol, on exécute ce qui est prévu au sol. Au sol, on peut prévoir d'aller beaucoup plus loin. Si on a des informations qui nous disent que normalement ça va bien se passer, mais il n'y a pas d'improvisation en vol, c'est interdit. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on s'interdit intellectuellement, même s'il n'y a rien qui s'est passé en vol, on s'interdit de réaliser un point d'essai qui n'est pas prévu. Ça coûte des heures de vol, ça rajoute des vols effectivement, mais c'est à ce prix qu'on limite la part de risque au minimum acceptable. C'est toujours, un compromis entre prendre des risques, les accepter, savoir ce qu'on va faire, si quelque chose arrive. C'est toujours, on a toujours un plan B. C'est-à-dire, quand on analyse une situation, on dit: «Je vais faire ça, je vais aller jusque-là. S'il se passe rien, eh ben, c'est bien, on rentre. S'il se passe quelque chose, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer ça. S'il se passe ça, qu'est-ce que je peux faire? Faire ça ou ça. Et si ça marche pas?» Donc on a toujours le plan B et le plan C en tête avant de décoller, parce qu'en vol, c'est trop tard pour prendre une décision saine. Donc dans la sélection, les ingénieurs et les pilotes d'essai, maintenant, ont une évaluation psychologique pour évaluer leur stabilité émotionnelle, d'une part, et également le fond d'eux-mêmes, pour savoir s'ils ont tendance à prendre des risques inconsidérés au niveau de l'équipe, ou alors s'ils sauront accepter de rester dans le plan, quel que soit le plan. Station crew, mission control, we're ready for your midday systems update when you are. Copy mission control. Go ahead. Alors avant, les pilotes d'essai, pas tous, mais certains sont devenus astronautes, hein, et ont fait partie de ces premiers hommes à aller sur la Lune. Ils n'étaient pas tous pilotes d'essai d'ailleurs, mais certains l'étaient. Est-ce qu'aujourd'hui, un bon pilote d'essai, ça fait un bon astronaute? Effectivement, que ce soit chez les Américains, chez les Russes, chez les Français, tous les premiers pilotes d'essai étaient astronautes, et je crois même qu'en France, à 2 exceptions près, tous nos astronautes étaient pilotes d'essai. Je crois qu'il y a eu Claudie Aigneret qui ne Qui l'était était pas, pas, était et médecin. Pesquet, Thomas Pesquet. Ouais. Mais sinon, à ma connaissance, tous les autres sont ou ont été pilotes d'essai. Le dernier astronaute qualifié en France, c'est Sophie Adno, elle est pilote d'essai d'hélicoptère, et puis elle n'a pas été sélectionnée pour ça, mais c'est un bon vivier quand même, puisque la plupart des qualités qu'on va demander à un astronaute, pratiquement, elles ont été, détectées pour être pilote d'essai. Donc, c'est pas une obligation, il faut pas être militaire, il faut pas être pilote d'essai ou ingénieur d'essai pour être astronaute, mais, il y a déjà eu une démonstration dans le passé que ces gens avaient une bonne partie des qualités qui étaient nécessaires et la résistance au stress. Parce qu'on peut faire des tests psychologiques ou psychotechniques, si on n'a jamais été évalué en vraie situation de stress, on ne peut pas savoir comment on va réagir. Il y a des gens qui pensent être capables de réagir, parce que sur une console vidéo, ils perdent jamais, leur sang-froid, et dans la vraie vie, quand il y a le risque personnel en plus, c'est pas évident de savoir comment on va réagir. Donc prendre un pilote d'essai ou un ingénieur d'essai, c'est déjà avoir la certitude que les personnes en question ont déjà été exposées à des stress intenses et qu'ils ont pris les bonnes décisions en général, s'ils sont encore là. Ouais. Alors, on a parlé des pilotes d'essai, mais finalement, il faut pas oublier les ingénieurs, d'essai, surtout qu'à l'IPSA, nous, on forme, des ingénieurs. Alors quelques-uns deviennent pilotes ensuite, hein, dans les armées ou dans le civil. Alors ces ingénieurs d'essai, qu'est-ce qui en fait finalement des ingénieurs un peu particuliers? Oui, il faut pas oublier que pour un pilote d'essai, il y aura peut-être 5 ou 10 ingénieurs d'essai. Et comme je l'ai dit, un petit peu plus tôt, il y a des ingénieurs d'essai qualifiés. Ceux-là sont en vol, ceux-là peuvent prendre les commandes, ceux-là peuvent agir sur les contrôles moteurs, sur les contrôles de pilote automatique parce qu'ils ont été formés pour, avec le même cours que les pilotes d'essai en fait. Les autres ingénieurs d'essai, qui seront FT, Flight Test Engineer, nous en aurons à Flying Wells, ce sont des spécialistes, structure, moteur, avionique, qui à un moment donné des essais en vol, vont prendre part aux essais en vol, en télémétrie, mais également dans la cabine, pour pouvoir, diriger un vol d'essai qu'ils ont préparé, parce qu'ils ont la connaissance de ce qui leur manque, ce qu'il faut démontrer, ce qu'il faut récupérer comme données pour qu'ils puissent conclure à leur niveau avec les données du vol.
Donc, il y a pour 2 pilotes d'essai, un ingénieur d'essai qualifié, il y aura peut-être 10 ingénieurs qui vont participer aux essais en vol, soit au sol, soit en vol, et qui seront des FTI. Donc c'est très important que les écoles, aéronautiques détectent et forment des gens, qui vont faire ce métier-là. Donc on peut faire ce métier de flightless engineer sans faire une école d'essai, mais il faut, soit être formé en interne dans sa compagnie comme chez Airbus, donc rentrer chez Airbus, être détecté comme étant capable de pouvoir aller aux essais en vol. Une fois qu'on est détecté, qu'on est aux essais en vol, une formation interne et puis on participe aux essais en vol. Il y a des écoles qui fournissent en cursus, ingénieur ou post-diplôme d'ingénieur, des formations qui ouvrent les carrières essais en vol. Donc il y en a à Cranfield University, puisque j'ai fait un master à Cranfield. Supaéro en fait un en collaboration avec l'EPNER également. L'IPSA, L'IPSA fait avec Carlo. d'accord. Donc c'est, voilà, ils ont un double diplôme avec Carlo pour être, ingénieur d'essai en vol. Oui, et donc la chose à acquérir pour moi, pour être ingénieur d'essai en vol ou pilote d'essai c'est le doute permanent. C'est-à-dire c'est vraiment un état d'esprit. C'est pas tant des connaissances particulières, puisqu'un ingénieur, qui a fait l'IPSA, à mon avis, à mon sens, toutes les connaissances qui sont nécessaires pour être FTI, mais c'est le petit plus qui va donner le mindset, l'état d'esprit essai en vol. C'est-à-dire on part du connu, on va vers, l'inconnu, mais vraiment petit à petit. On doute de tout, c'est-à-dire ce qu'on n'est pas capable de démontrer ou ce qu'on n'est pas sûr d'avoir correctement démontré, il ne faut pas hésiter à imaginer que ça ne pourrait être démontré vraiment qu'aux essais en vol. C'est, prendre conscience du fait qu'on ne peut pas tout démontrer et que le pilote étant le maillon faible de toute la chaîne de l'aéronef, c'est le maillon le plus faible, eh bien ça veut dire qu'il faut adapter le design, que ce soit, au niveau technique ou alors même en IHM ou alors en présentation des informations ou en qualité de vol, en loi de contrôle. Il faut vraiment adapter ça au pilote normal parce que celui qui va dégrader la performance, c'est le pilote. Et donc le but, c'est de tout faire pour que la performance de l'aéronef qui a été dessinée par les ingénieurs soit dégradée le moins possible par le pilote. Ça veut dire qu'il faut se mettre à 2 plans différents, concepteur-utilisateur, de manière assez théorique. Il faut imaginer, ce que va voir le pilote, ce que va vouloir faire le pilote, dans quelle situation va être le pilote quand il va devoir faire ça. Et si on imagine par exemple une procédure de panne en 15 étapes, on peut être sûr qu'un pilote, quand il est en panne, la moitié de son cerveau sera déjà partie, il aura déjà fait 5 heures de vol. Ça veut dire que ses capacités cognitives et intellectuelles sont très limitées. Donc une procédure en 15 étapes ne peut pas fonctionner. C'est des boucles permanentes, soit, initialement, pour pas faire quelque chose de trop compliqué, soit, quand les pilotes, d'essai, ingénieurs d'essai entrent dans la boucle, c'est des boucles permanentes d'itération pour, arriver au meilleur résultat dans le but, à la fin, d'augmenter la sécurité et de permettre des opérations commerciales, la plupart du temps. Donc les ingénieurs de l'IPSA, qui suivent un cursus en interne ou alors qui suivront un cursus, dans leur compagnie ou alors un cursus après l'IPSA. Ce qu'ils vont apprendre principalement au cours de ces formations, c'est, l'état d'esprit et c'est en vol, puisque la partie, théorique, ils sont largement capables de comprendre, un nouveau système, une installation d'essai. C'est vraiment se mettre au niveau du pilote qui est en bout de chaîne pour permettre de réaliser des essais qui soient productifs. Donc finalement, le doute, ça sauve des vies et il faut toute une école pour apprendre ça, Oui, à bien douter. alors, quand on fait l'école d'essai, donc on est déjà un pilote opérationnel, expérimenté et en fait, on s'aperçoit qu'on savait pas grand-chose, voire rien du tout et on s'aperçoit même parfois qu'on a soit compris de travers, soit nos instructeurs avaient compris de travers, mais que, la vraie vie, on la découvre en école et même ce qu'on découvre en école, c'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est tous les jours qu'on apprend, c'est tous les jours qu'il faut se poser la question: «Qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que je sais pas? Comment est-ce que je peux avoir une certitude par rapport à ça pour, avancer?» Donc c'est vraiment l'état d'esprit, c'est, le doute. Sans que ce soit un frein à l'innovation,
Alors, comme on est en équipe, il y a toujours quelqu'un qui va pousser plus que l'autre. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. C'est ça qui est très bien. C'est que, d'une part, on est en équipage quand on vole, mais au sol, on est une équipe. Il y a des spécialistes de tout. Un pilote d'essai et un ingénieur d'essai, on va le former en ergonomie. On va le former en performance moteur. On va le former en aéronautique, en aérodynamique, en avionique, en système. C'est un vernis qui lui permettra de comprendre ce que disent les hyper spécialistes de leur partie et qui leur permettra aussi en vol et après le vol de dire: «Moi j'ai vu ça, j'ai fait ça, je pense que, avec ma compréhension, ce que tu m'as expliqué, je pense qu'on pourrait plutôt essayer ça ou modifier ça». Donc c'est très généraliste. De toute façon, c'est impossible de connaître, Tout. tout, puisque si on a 150 ingénieurs dans un bureau d'études, il y a 150 personnes qui sont spécialistes de leur partie. Le pilote ne peut pas tout savoir, mais le pilote doit être capable de faire comprendre avec des mots simples à un ingénieur ce qu'il a vu, ce qu'il préférerait avoir pour pouvoir, améliorer le résultat final. De même, on s'interdit intellectuellement de donner une solution technique. C'est-à-dire, on va dire: «J'ai fait ça, j'ai vu ça, je conclus ça. Dans le rôle de l'aéronef, c'est pas bon. Je pense que ce qui allait pas, c'est ça, mais dans tous les cas, le but pour toi, c'est de faire en sorte que quand je suis dans cette situation, ça n'arrive pas et que je puisse être capable de faire ça». Et donc l'ingénieur, lui, en fonction des coûts, du temps, de la difficulté, il peut avoir des options qui sont de plus en plus réduites et à la fin, l'option la meilleure qui est choisie, c'est celle de l'ingénieur, si elle répond aux besoins exprimés de l'équipage d'essai. Par exemple: «J'ai pas réussi à lire cette information parce que quand j'étais en vol, j'avais le soleil qui venait de derrière, l'écran était éclairé par le soleil, je j'ai pas vu cette information et pourtant cette information, elle est cruciale, j'en ai besoin dans tous les cas». Donc le pilote dit: «Je veux voir cette information, quelle que soit la luminosité, quel que soit l'éclairement, quel que soit le niveau vibratoire, quelle que soit, la phase de vol». Donc l'ingénieur, soit il le fait plus gros, soit il le fait plus lumineux, soit il change l'information de place. Il y a plein de solutions possibles. Toutes sont bonnes à partir du moment où le pilote a dit: «Moi tu te débrouilles, mais je veux le voir tout le temps». Il y a plein, 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 plein de solutions. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Il y en a peut-être une qui sera moins chère, plus rapide, moins compliquée et qui, conviendra. Et bah, c'est celle-là qui sera choisie. Même si parfois on sait par expérience ce qu'on voudrait, on s'interdit de l'écrire parce que la décision, c'est l'ingénieur qui l'a. Il y a pas d'arrogant dans ce métier. On ne le sera pas longtemps. On ne le sera pas longtemps parce qu'on trouve toujours plus malin, plus professionnel, plus expérimenté. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe où, il faudrait pas qu'il y ait un alpha leader qui écrase, mais c'est comme dans un cockpit d'aéronef, on catégorise les cockpits en auto-centrés, enfin, en fonction du commandant de bord et de son profil psychologique. Il y a des gens qui écrasent les autres, il y a des gens qui se servent des autres, il y a des gens qui utilisent les autres à bon escient, il y a des gens qui font monter le niveau. Voilà, c'est une équipe et c'est une équipe qui vole, c'est une équipe qui vole dans des conditions particulières, donc on doit vraiment se connaître et connaître les limites de chacun, pour pas être mal à l'aise, ni l'un ni l'autre. Et puis finalement, quand on interroge des astronautes, ils ont exactement les mêmes problématiques. Voilà, d'être avec des personnalités stables, voilà, qui un peu, monocorde, pas monotone, mais monocorde. Il y a Pour les astronautes, il y a en plus la vie en collectivité Confinés. prolongée et souvent d'ailleurs dans les derniers profils d'astronautes français qui ont été recrutés, les gens faisaient de la spéléo, Oui. du parachutisme, parlaient, beaucoup de langues différentes, faisaient des sports un peu extrêmes qui demandent du contrôle de soi, de la maîtrise, parce que c'est vraiment les qualités qu'on recherche une fois qu'on est dans une capsule dans l'espace. Pas être claustrophobe, il faut supporter les autres, il faut être capable d'avancer sans faire forcément des compromis sur la sécurité, mais voilà. C'est des qualités qui sont un petit peu, requises pour être pilote d'essai, c'est sûr et c'est peut-être pour ça qu'initialement, c'était les pilotes d'essai qui étaient le Le vivier le des vivier astronautes. principal des astronautes. Crew, prepare for deorbit burn sequence. Copy. Preparing deorbit procedures. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil
à un ingénieur qui s'intéresse aux essais en vol. Puis, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour tenter leur chance, en tout cas, aller dans ce métier quand même qui est très particulier? Alors, comme on l'a dit au tout début, il y aura toujours du travail parce que, on va pas vivre sans aéronefs. On parle d'aéronefs, hein, avions, hélicos, drones, eVTOL, dirigeables. Donc Ça, c'est on sûr. n'est pas prêt de vivre sans aéronefs. Il y a énormément à faire, notamment pour, tout ce qui est propulsion électrique ou alors hybride ou voilà, donc il y a encore beaucoup de boulot. On ne sait pas tout. On ne sait pas ce que va nous imposer la réglementation. Ça veut dire qu'il y a vraiment du travail à long terme. Toutes les projections pour l'aérien démontrent que ça va continuer de monter. La base technique d'ingénieur aéronautique est largement suffisante pour participer à des essais en vol. Il en faut l'envie et ensuite s'en donner les moyens. L'envie, bon, bah, ça s'achète pas, hein. Soit on a envie d'aller dans quelque chose qui existe et qui bougera pas très vite, soit on a envie de faire bouger les lignes justement et à ce moment-là, les essais en vol, ça fait partie de ces métiers qui permettent de faire bouger les lignes. Pour y arriver, il y a des lignes droites, il y a des lignes en zigzag. Moi-même, j'ai fait que des zigzags pour arriver, là où j'en suis. Mais il y a des formations pour les essais en vol, beaucoup plus d'ailleurs que pour les pilotes. Quand on est ingénieur, si on prend, des doubles cursus de l'IPSA ou alors, en post, diplôme, d'autres universités en France ou dans le monde, qui proposent des formations essais en vol, c'est le meilleur moyen de se faire recruter à mon sens dans un bureau d'études et dans une division essais en vol d'un grand constructeur. Même si c'est pas obligatoire, comme je disais, Airbus a son propre cursus de formation en interne et d'ailleurs, c'est toujours bon d'avoir un recrutement interne et un recrutement externe puisque les qualités des uns aident, les autres et inverse et la connaissance de l'entreprise des autres, font monter, plus rapidement, ceux qui sortent directement d'école. Donc c'est vraiment, un travail d'équipe et sachant que tout le monde sait qu'il faut que tout le monde soit au même niveau le plus vite possible. Je pense qu'au niveau des compagnies, il n'y a pas de course entre les internes et les externes. Ils sont complémentaires. Donc, pour participer aux essais en vol, faut le vouloir, faut vraiment avoir peut-être une stratégie au départ, soit partir à l'aventure chez Airbus et attendre son tour. Ça peut être risqué, sauf si on a une bonne tête ou si on connaît quelqu'un ou si on est vraiment extraordinaire et qu'on est dans un endroit où on arrive à démontrer qu'on est extraordinaire, parce qu'on peut se perdre. Soit faire un double diplôme ou une spécialisation post-diplôme. Il y en a partout, j'ai cherché sur internet, hein, la semaine dernière et donc il y en a dans les universités, il y en a dans les écoles d'ingénieurs, mais il y en a aussi dans les écoles d'essai puisque, via l'EPNER, il y a un master. Là où j'étais au Canada, on a développé, une formation, qui est reconnue en master, essai en vol, donc c'est 1 an, dans une école d'essai avec des cours particuliers, plus des vols. C'est un peu la même chose qu'il y a à Cranfield. Donc, il y a des opportunités un peu partout dans le monde. La difficulté, pour être honnête, ça sera toujours, le financement. Soit on est sponsorisé, par, sa compagnie pour faire une spécialisation, soit, ça fait partie d'un cursus qu'on accepte de s'offrir si on est vraiment décidé. Mais, malheureusement, comme tout ce qui est aéronautique, dès qu'il y a du vol, c'est rarement gratuit. Pour moi, c'est pas du tout un problème dans le sens où, la simulation, utiliser un simulateur permet pour moi à 100 de former un ingénieur d'essai. Pourquoi? Parce que le but de l'ingénieur d'essai, c'est de préparer un vol d'essai, de le conduire, de récupérer les données et de les analyser. Dans un simulateur, d'aujourd'hui, on est capable de faire un vol complet, de récupérer les vraies données physiques et les analyser et le cursus essai en vol avec, des vols en simulateur, pour moi, est entièrement satisfaisant. Il y a que la partie stress qu'on n'arrivera peut-être pas à simuler, même si en simulateur, on peut perdre ses moyens rapidement, parce qu'on se met une pression, de résultat. Mais, la formation essai en vol, pour moi, en école, elle est complètement, réalisable, intégralement en utilisant des simulateurs. Donc ça doit pas être un frein. Ça tombe bien parce qu'à l'IPSA, on fabrique des simulateurs. Donc, Donc à partir du moment où le simulateur, tourne sur un modèle physique, même s'il est erroné, c'est pas grave puisque le but du jeu, c'est de planifier
conduire un test, donc de donner des ordres au pilote, de vérifier les paramètres, de corriger si c'est pas bon. Ensuite, d'analyser. D'accord. Que les données soient, réelles ou pas, qu'elles soient, une vérité physique certifiée ou pas, ça n'a aucune importance puisque le but c'est d'être capable, avec un jeu de données, de faire des conclusions qui sont Parce qu'encore une comprenez. fois, le plus important, pour un ingénieur C'est ou un un pilote d'essai, c'est le mindset. état d'esprit et c'est exactement de ça qu'il s'agit. C'est planifier, conduire, exploiter, conclure. Alors Frédéric, on a beaucoup parlé d'Airbus et Dassault et en tant que pilote, d'essai notamment, dans les essais, en vol. Mais il n'y a pas que ces entreprises, il y a aussi Flying Whales, hein. Il y a des ingénieurs d'ailleurs, de l'IPSA qui font partie, de l'équipe et certains de ces ingénieurs et les ingénieurs de développement feront partie des essais en vol chez Flying Whales et participeront en tant que spécialistes de leur secteur aux tests, au sol et aussi en vol. Donc voilà, il y a aussi beaucoup de possibilités de carrière chez Flying Whales, autant que Airbus ou Dassault, pour, les essais en vol qui sont, on l'a vu, un enjeu majeur du secteur. Ben voilà, c'est une très belle, conclusion. Merci beaucoup pour ce témoignage, Frédéric. Pour, tous les ingénieurs qui seraient intéressés par ce métier et cette discipline des essais en vol, on peut devenir ingénieur d'essai à l'IPSA grâce, à un double diplôme. Et voilà, et dans d'autres, aussi, comme vous l'avez dit, dans d'autres, universités. N'hésitez pas à rejoindre cette formation, à contacter Pilote d'essai comme Frédéric sur LinkedIn. Ils sont, à la fois dans la vie, militaire, la vie civile, sur tout type d'engin, on l'a vu, aussi bien, sur, des avions, des hélicoptères, des dirigeables et des drones. Voilà, merci beaucoup à notre invité, Frédéric Auvillers, pilote d'essai de Flying Whales, pour ce témoignage dans le podcast The Cockpit by IPSA, qui est diffusé sur toutes les plateformes de diffusion, YouTube, Deezer, Spotify, pour n'en citer que 3. N'hésitez pas à vous abonner à nos contenus, à nous faire vos retours sur les réseaux. The Cockpit revient très prochainement avec d'autres invités d'exception pour à chaque épisode partager le décollage avec notre invité vers une thématique de fond qui anime le secteur aéronautique et spatial. Merci. Merci Ségolène. Expect touchdown in 30 seconds. Descent rate remains nominal. Copy, standing by for touchdown. Merci d'avoir écouté cet épisode de The Cockpit by IPSA. J'espère qu'il vous a inspiré et donné envie d'en savoir plus sur le secteur de l'aéronautique et du spatial. Si c'est le cas, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute habituelle. Et en attendant, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle rencontre avec celles et ceux qui imaginent, conçoivent et construisent avec enthousiasme le monde de demain. Touchdown. The spacecraft has landed safely. Touchdown confirmed. Vehicle is stable. Copy that. Welcome home.